Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live improvisé. Je m'excuse parce que j'ai pas vraiment le compte tenu des réalités temporelles. J'ai pris sur moi l'option de faire ce live pour vous clarifier sur les deux sujets inscrits à l'ordre du jour, notamment le cas d'une compatriote, d'une maman qui a été livrée en France cet après-midi à l'ambassade du Cameroun à Paris par l'ambassade à la police française. Et également le cas du sous-préfet Dida Bato, c'est un sujet certainement qui défait la chronique depuis plusieurs semaines, qui a été enlevé dans cette localité située dans la péninsule de Bakassi il y a bientôt 2 mois aujourd'hui. C'était notamment le 1er octobre. Donc voilà les deux sujets sur lesquels, les deux sujets qui vont meubler le live de ce soir. Donc je vous prie de rester scotché et de mettre les cœurs pour éviter les signalements et afin que nous puissions arriver à terme de ce live sans anicroche. Déjà, je vais vous exhorter, vous prier de m'accorder juste 2 minutes, le temps que je fasse un dernier réglage technique. Et puis nous reviendrons de fond en comble sur les deux sujets inscrits à l'ordre du jour. Et rassurez-vous, nous ne serons pas très longs. Nous allons donner la parole à quelques personnes qui vont devoir intervenir pour essayer de clarifier parce que lorsque j'ai fait des annonces relativement au premier sujet, il y a eu certaines questions qui remontaient, des questions légitimes pour ceux qui souhaitaient comprendre de quoi il en est question. C'est tout à fait normal que ces questions soient posées et je crois que ce live pourra apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Donc, je vous prie de m'accorder juste 2 minutes, le temps que je fasse ce dernier réglage. Je vous prie également de partager pour éviter que nous ne soyons signalés. Je ne sais pas si est-ce que la qualité du son est bon. Si la qualité du son est bon, je vous prie de me mettre en commentaire pour m'indiquer si c'est OK. Là. OK. Je crois que là, nous allons devoir directement lancer avec le sujet. Ok. Alors, comme j'étais en train d'indiquer, sans toutefois tarder, nous allons directement embrayer avec le premier sujet qui porte sur le cas d'une compatriote qui a été livrée cet après-midi par l'ambassade du Cameroun à Paris et s'y est réfugiée parce que, dit-elle, elle est victime de persécutions au niveau de la France où elle vit depuis plus de 10 ans. Alors, de quoi est-il question? Vous le savez tous, certainement, c'est un sujet sur lequel nous avons longuement communiqué, notamment 2 enfants, Norélie et Riti, de cette maman-là, Madame Annie Michel, qui déplore, qui dénonce depuis un certain nombre de temps que ses enfants ont été enlevés injustement, lui ont été enlevés injustement par l'aide sociale à l'enfance en France. Et cette situation dure depuis pratiquement au moins 5 mois aujourd'hui. Elle a fait plusieurs sorties, elle a déposé des correspondances au niveau de la présidente de la République au Cameroun pour solliciter au moins l'intervention du gouvernement camerounais. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Des correspondances ont été également déposées à l'ambassade du Cameroun plusieurs mois avant qu'elle ne s'y réfugie aujourd'hui, où malheureusement elle a été livrée par l'ambassade du Cameroun. Donc il s'agit d'une dame en fait qui vit en France depuis plus de 10 ans et qui a ses 2 gamins, ses 2 enfants mineurs, notamment Ritchie et Norélie. Je crois que la dernière doit avoir dans les 12 ans. Et puis elle a vu ses enfants retirés selon sous des fallacieux prétextes, d'après les documents juridiques et les documents d'observation de l'association notamment de Didier en sens qui est porté par Véronique, dans lequel on observe qu'il y a plusieurs irrégularités qui reviennent. Alors c'est ça qui a justifié et qui explique le fait que cette maman s'est plusieurs fois levée pour crier, pour appeler à la mobilisation de la communauté camerounaise, de la communauté internationale, afin que ce sujet
soit portée au regard de l'opinion. Mais malgré ces cris, cette dame a vu plusieurs fois, elle s'est vue plusieurs fois persécutée. Dernièrement, c'est ça, je crois, c'est ça la formation qu'elle suit en France, qu'on a menacé de retirer avant que certaines autorités, je ne voudrais pas globaliser parce que je suis convaincu que c'est pas, peut-être il y a certaines autorités françaises qui peut-être ont une certaine, je voudrais dire, une certaine possibilité d'intervenir dans le sujet qui peut-être ne sont pas au fait de cette actualité-là. Alors, la dame donc, ayant constaté qu'elle est régulièrement persécutée, elle a vécu plusieurs traumatismes d'ailleurs, a décidé de se rendre à l'ambassade du Cameroun aujourd'hui, où elle s'y est rendue plusieurs fois avec des correspondances, où elle a écrit à l'ambassade pour demander, parce qu'il faut préciser que la dame en question, elle est camerounaise. Elle a écrit à l'ambassade pour solliciter l'intervention de l'ambassade, que l'ambassade du Cameroun puisse au moins essayer de voir au niveau avec les autorités françaises ce qui se passe. Pourquoi elle est autant persécutée? Pourquoi ses enfants lui ont été retirés de manière, je voudrais dire, de la manière la plus louche, parce qu'on suspecte tous ceux qui suivent ce dossier sans verser dans les passions ou des préjugés, constate qu'effectivement, il y a anguille sous roche, il y a plusieurs zones d'ombre dans la question, dans cette affaire qui doivent être clarifiées. Au départ, ils ont accusé la dame d'avoir fait des attouchements à ses propres enfants, ce qui est curieux parce qu'ils ne sont pas les seuls. Je crois que la dame a au moins 4 enfants, donc tous sont à Paris. Sa fille aînée d'ailleurs a fait ses études en France, où elle est titulaire d'un master. On ne se comprend pas pourquoi c'est les 2 mineurs aujourd'hui qui aujourd'hui ont été enlevés sous le fallacieux prétexte selon lequel elle aurait fait des attouchements. Mais après, ce n'est plus ce motif qu'ils ont évoqué. Tantôt, c'est que les enfants se font des attouchements eux-mêmes, tantôt, pas tantôt, tantôt. Donc, il y a plusieurs raisons comme ça qui ont été données. C'est ce qui a du moins fait. La dame a d'ailleurs saisi la justice et elle-même a décidé, en ce qui la concerne, donc de saisir ces juridictions, ces institutions dont je vous ai fait part, notamment l'ambassade du Cameroun, où elle s'y est rendue aujourd'hui parce qu'elle a décidé d'élire domicile là-bas pour interpeller l'ambassade afin que l'ambassade lui apporte un soutien. Alors, que s'est-il passé? Lorsqu'elle s'est rendue à l'ambassade, depuis cette matinée, l'ambassade a donné l'impression de vouloir lui apporter une assistance et lui faire savoir que le problème était résolu et que non, les dispositions étaient prises et elle n'aura plus de soucis. C'est comme ça qu'on lui demande de sortir, on le fait sortir de l'ambassade. Du moment où elle est en train de sortir de l'ambassade, elle est donc arrêtée, violentée, je pèse mes mots, parce qu'il y a des images, violentée par certains policiers français qui étaient vêtus en civil et dans des voitures banalisées. Donc, pour que ce sujet soit mieux compris, je vous prie de m'accorder 1 minute pour que j'appelle une personne qui est plus impliquée dans le sujet, notamment sa fille aînée, afin de lui poser quelques questions qui pourront notamment vous clarifier sur ce sujet-là. Bon, je sais pas, malheureusement, j'ai essayé de l'inviter dans le live à partir de Facebook, mais ça, je crois qu'elle est là. Oui, allô? Oui, je suis là. Bonjour. Oui, Geneviève, bonsoir. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, mais malheureusement, il pleut un peu, donc ça fait un peu de bruit. Oui, bon, on va aller très vite. Je crois que la qualité du son est excellente. Alors, de manière succincte, est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi il en est question? Qu'est-ce qu'on reproche à ta maman? Pourquoi on arrive aujourd'hui à cette situation où elle se trouve en train d'être violentée et arrêtée et conduite à une destination inconnue ce soir par la police française? Alors, juste 1 minute, je mets mes écouteurs, comme ça, ce sera plus fluide avec la pluie. Hein. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as quand même suivi ma question? Ouais. Allô? Oui, vous allô? m'entendez là? Oui. Oui, est-ce que tu as suivi ma question? Oui, j'ai suivi. Alors, pour la faire simple, bonsoir déjà à tous ceux qui nous écoutent. Pour faire un peu plus simple, on part sur une affaire qui commence par un antagonisme entre un principal et une mère de famille. Donc, le principal, il perpétue avec certains étudiants de son école, certains élèves autant pour moi, des actes de harcèlement sur un petit garçon de 14 ans, qui est mon frère. Ma mère, elle dépose plainte, elle demande à plusieurs reprises un changement de collège, mais rien n'a été fait parce que il fallait signer des documents. Oui, alors, est-ce que tu peux nommer l'établissement en question parce que c'est important pour l'opinion. Tu peux nommer de quel établissement s'agit-il?
Il s'agit du collège Yvonne Le Tac dans le 18e arrondissement, précisément aux Abbesses. Donc mon frère il rentrait avec des vêtements déchirés. Souvent il n'avait pas son sac qui était volé, des choses comme ça. Donc ma mère elle a dû déposer une plainte. Il était bastonné dans son école. À partir de cet instant, le principal nous a formellement dit qu'il allait nous détruire en France parce qu'on avait tellement d'éléments probants qui expliquaient en fait le harcèlement et le acharnement sur mon frère de 14 ans. Donc c'est donc, on peut dire en représailles qu'il a agi le 6 décembre, parce que c'est la première action qu'il nous fait, en complicité avec les éléments du commissariat de la Goutte d'Or qui pourchassait ma mère le matin. Donc le 6 décembre, mon frère de 14 ans est appréhendé à la sortie des cours. Il est amené dans ce commissariat sans que nous ne sachions quoi que ce soit. Après cela, ma mère reçoit juste un coup de fil, on lui dit, viens, ton fils est retenu ici, il a fait quelque chose de grave. Lorsque ma mère se rend sur place, l'audition est terminée. On lui dit juste, ton fils a volé un iPhone 8, alors que lui, entre ses mains, il avait un iPhone 13. On lui dit que c'est tout. Voilà, on l'a trouvé avec ce téléphone. Et l'enquête est bouclée. On a tout bouclé. Aucun avocat, rien. Ma mère leur dit, ça ne se fait pas d'interpeller un mineur ou de l'auditionner dans ces conditions. Ça se passe au commissariat de la Goutte d'Or. Ce qu'il nous dit, c'est que vous pouvez prendre l'enfant et rentrer. Et c'est comme ça que ma mère, elle est rentrée avec son enfant. Lorsqu'on sort du commissariat avec l'outil, il se met à pleurer. Il dit, maman, j'ai déposé mon sac comme tout le monde à l'heure de la cantine. Après la cantine, je suis allée jouer naturellement. Après, j'ai pas bien fouillé mon sac après. Donc, devant l'école, donc devant le collège Yvonne Le Tac, les voitures de police gardent comme ça, on me prend, on m'amène là-bas. J'ai rien compris, on me palpe, on me dit j'ai volé. Je dis non, j'ai rien touché, personne ne veut m'entendre. On me dit je dois signer. Si je ne signe pas, de toute façon, ils vont m'envoyer en prison. Donc j'ai eu peur et j'ai signé les aveux. Donc c'est le premier coup que le chef principal nous fait parce que c'est lui qui avait appelé la police. Ça veut dire le jeune, il avait été entendu sans l'assistance d'un conseil, c'est ça? Oui, il n'y avait pas d'avocat, rien, il n'y avait personne. Et lui, on fait signer des aveux. C'est le commissariat de la Goutte d'Or, on a le 18e. Donc après cela, le principal renouvelle un nouveau problème. Donc 6 jours plus tard, dans le 12 décembre, mon frère, à la sortie des cours, on ne le retrouve pas. On appelle son téléphone, il est éteint. À 17h30, jusque-là, il ne nous répond pas. Jusqu'à 19h30, 20h. Au moment où on est en train d'appeler la police, mon frère, il entre en transpirant, en pleurant. Il dit depuis la fin des cours, je suis retenu de force par le principal du collège dans son bureau. Il m'a dit, je vais rester là parce qu'après, à une certaine heure, il va m'amener dans un endroit où je serai bien. On n'a pas compris cette séquestration limite d'un enfant. Et à partir de là, ma mère a directement envoyé un message à cet individu et elle a saisi l'avocat pour signaler cela à l'avocat parce que c'était comme une séquestration. Qu'est-ce que lui fait avec un gamin dans ses locaux à 7 heures de la nuit, quoi. Il était presque 19h30, 40, tout seul à l'école. Donc, on s'est même dit que peut-être qu'il avait fait des choses à l'enfant. On ne sait pas. Donc, à partir de là, ma mère, elle comprend la nécessité d'envoyer l'enfant au Cameroun. Malheureusement, on s'est heurté à des problèmes administratifs et tout. Il fallait le passeport pour refaire le titre de séjour, des choses comme ça, afin que lorsqu'il va vouloir revenir en France, qu'il ait un accès. Donc, c'est ce qu'on attendait pour qu'il parte au Cameroun. Il était même déjà inscrit au Cameroun. Janvier, en fait, à la maison, tout va bien. Février, le harcèlement, il continue. Jusqu'au jour lundi 20 mai 2024, là où notre problème commence d'une manière un peu plus grandiose. Donc, ma mère avait installé dans le téléphone de mon frère un contrôle parental. À une certaine heure de la soirée, le téléphone de mon frère s'éteignait parce qu'il devait aller étudier et il ne pouvait pas le rallumer parce qu'il n'y avait que maman qui pouvait rallumer le téléphone. Donc, il dépose le téléphone, ma mère elle prend son téléphone pour checker ses réseaux. Et là, elle tombe sur quoi? Une notification dans laquelle des enfants venaient de l'ajouter. On venait de l'ajouter dans un groupe, on ne savait pas encore qui c'était. Ce groupe était intitulé Argent Facile. Ce groupe a naturellement interpellé ma mère.
Lorsque ma mère elle va donc entre dans le groupe Snapchat en question, elle commence à écouter les enfants qui faisaient des audios. Donc, c'était des petits enfants de son collège que mon frère a formellement, autant pour moi, identifié, qui était en train de dire est-ce que tu vas nous rejoindre le mercredi 22 mai, parce qu'on doit aller se dire les yeux, tu fais une clip, on te donne de l'argent, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'il parlait. Donc, c'était un groupe criminel, parce qu'il y avait plusieurs membres dans ce groupe. Parmi lesquels les Et adultes? les enfants, il y avait forcément des adultes. Parce que nous, on ne pouvait pas identifier les profils. Mais lorsque les gens y parlaient, on pouvait au moins savoir c'est la voix de qui. Mais c'était le meneur, en fait, de ce groupe. C'était un petit garçon de 15 ans de ce collège qui a d'ailleurs plusieurs fois participé au bisoutage de mon frère. Donc, il disait à mon frère, littéralement, dans ce groupe, que je t'impose, tu dois être là. Et mon frère avait très, très peur de ce gamin. C'est un petit groupe de Whitey, hein, très, très vicieux, ces enfants. Est-ce que, à la découverte de ces messages, est-ce que vous avez fait un constat par voie d'huissier? Est-ce que vous avez saisi les juridictions pour décrier ce fait? Non, parce que on découvre ça le lundi autour de 20h, c'était en soirée. Déjà, le lundi, le lundi 20 mai, c'était férié en France. Même au Cameroun, c'était la fête, donc c'était férié. Le lendemain, on s'attendait à ce que dès la première heure, qu'on aille voir un avocat, parce que ce sont des choses qui faisaient très, très peur. Mais quand ces enfants ont continué à parler de ce qu'ils devaient aller faire avec les yeux, je n'ai pas envie que Facebook nous censure. C'est comme ça que ma mère, elle a craqué. Parce que mon frère nous aidait à identifier ses enfants. Elle a dit tel enfant, elle a donné son prénom. Demain, je dépose plainte contre toi et tout, parce que là, tu es un petit proxénète. Automatiquement, les gens, ils ont commencé à sortir du groupe, les profils sortaient du groupe et tout. Donc, c'est à partir de là que nos malheurs ont commencé. Le lendemain, donc, mardi 21 mai, nous tous on se lève, ma mère, elle sait qu'elle va aller rencontrer l'avocat pour la suite et tout. Elle s'en va d'abord au travail, elle devait finir un peu plus tôt pour aller faire l'opération. Moi aussi, je vais au travail, tout le monde va à ses occupations, quoi, tout va bien et tout. Autour de 17h30, ma mère, elle m'appelle parce qu'elle était à l'hôpital, elle me dit écoute, essaye d'appeler ton frère de 14 ans parce que c'est lui qui doit récupérer ta soeur à l'école. Il avait dit ça la matinée qu'il va finir tôt, donc c'est à lui de prendre ma petite soeur. L'école de ma petite soeur n'est pas loin de la maison aussi. Je l'appelle en vain, il ne nous répond pas. Rien du tout. C'est comme ça qu'on demande donc à une maman malienne qu'on connaît très très bien si en prenant ses enfants, elle pouvait prendre ma petite soeur. Et moi j'étais à 20 minutes de là, donc 20 minutes plus tard, je devais la récupérer chez elle. Parce que moi aussi, j'ai déjà eu à récupérer sa fille aussi, on se connaît très très bien. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, la maman malienne récupère donc ma soeur à l'école. Et moi, je suis dans les transports en sachant que je vais juste récupérer ma soeur chez la maman malienne. Quand j'arrive donc à la deuxième gare où je dois changer de train, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, voilà, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, il y a la maman malienne qui m'appelle qu'il y aurait la gardienne de l'école de ma petite soeur qui est en train de la menacer au téléphone et qui l'avait vu rentrer avec ma petite soeur en lui disant qu'elle doit ramener ma petite soeur dans son école primaire. Sinon, elle sera poursuivie parce que c'est le procureur qui a demandé à ce qu'elle ramène encore ma soeur à l'école. Je dis à maman, tu me donnes le numéro, on supplie cette maman malienne, on lui dit non, tu peux pas. Là, il est déjà presque 19h, tu ne vas pas ramener l'enfant de quelqu'un comme ça à l'école. Il n'y a plus de directrice, il n'y a plus personne, il y a juste une gardienne. Si le procureur veut ma petite soeur, le procureur va naturellement venir chez nous. Les adresses, elles ne se cachent pas en France. La maman en question étend son téléphone, et dès qu'elle a éteint son téléphone, on a encore essayé de l'appeler, rien. On repart donc à l'école de ma soeur pour essayer de regarder, rien. On va au quartier, on fait des battues pour essayer de trouver mon frère. S'il n'est pas en train de jouer quelque part, rien du tout. C'est le voisin qui vend des cacahuètes en face de son école. Qui nous dit j'ai vu ton petit frère autour de 20h, 19h, 20h, entre 19h et 20h. Il était accompagné du principal de son collège, de 2 membres de son administration qu'il a bien identifié et il a dit qu'il témoignera s'il le faut. Et une autre personne de l'école, un prof ou un truc comme ça, on ne sait pas trop. Mon frère était apeuré, il transpirait, il était littéralement triste, il pleurait, il le regardait. Mais il n'a pas compris ce qui se passait et qu'ils se sont dirigés vers le métro 12.
C'est là où je dis, mais c'est quoi cette histoire que lui, il allait où avec mon frère à 16 heures? On ne comprenait absolument pas. Donc, c'est à partir de là que nous, on commence à se poser des questions s'il n'y a pas kidnapping ou quelque chose d'enfant, parce que personne ne nous appelle, aucune institution, aucune police, rien, rien, rien. Mais les enfants sont pris comme ça, silence quoi. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Et c'est comme ça que les enfants, ils sont partis, sans ordonnance, sans rien, sans aucune enquête sur notre famille. On n'a jamais eu affaire aux services sociaux parce que nous ne touchons pas les aides en France. On ne touche pas la CAF. Ma mère, elle travaille, je travaille aussi. Et mon autre frère de 19 ans, il travaille donc. Et on a notre père au Cameroun qui travaille aussi, donc on ne touchait pas les aides. On n'a pas compris ce qui se passait réellement. Et c'est comme ça que les enfants sont partis. Alors, dites-nous, est-ce que à ce niveau, il y a eu des, comment je vais dire, il y a eu des, vous avez été, est-ce que des motivations sur les actes posés vous ont été données? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi les enfants, de manière écrite, est-ce qu'il y a des raisons qui vous ont été données? Parce que j'ai eu dit, étant donné que je suis cette affaire, qu'il y a eu plusieurs motifs. Quels sont les motifs, les différents motifs qui ont été donnés concernant le retrait des enfants? Alors, premièrement, il n'y avait pas de motif au départ parce que, encore une fois, on n'a pas reçu ce qu'on appelle l'OPP, l'ordonnance de placement l'ordonnance de placement provisoire. Comme on n'a pas reçu cette ordonnance, on ne pouvait pas savoir ce qu'on reproche à ma mère. Donc, on s'est rendu le mercredi automatiquement à la mairie, premièrement, parce qu'on a commencé à faire les recherches. Nous sommes partis à la police, puisque nous, on disait enlèvement d'enfants. Et après, ils nous ont dit, dirigez-vous un peu à l'aide sociale à l'enfance. C'est comme ça qu'on va donc sur place. Quand on arrive donc à l'aide sociale de notre circonscription administrative, ils disent à ma mère, écoutez, on va faire une petite réunion. Ils ramènent un papier blanc, ils disent à ma mère, voici le papier blanc. On veut juste que vous écrivez, que vous tapez vos enfants et tout, et comme ça on vous donne vos enfants, vous rentrez avec. Ma mère. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire? Quand vous prenez des enfants, il y a au moins une ordonnance, il y a au moins, s'il n'y a pas d'ordonnance, il y a au moins un motif. Qu'est-ce que vous me reprochez? Ils disent, mais vous devez avouer que vous tapez. Et je précise très bien qu'on a la preuve de cela parce qu'on prenait soin de tout enregistrer, donc on a des enregistrements audio qu'on va laisser à tous les journalistes qui veulent faire des investigations là-dessus. Donc, il commence à dire à ma mère, non, vous devez avouer que vous tapez sur les enfants et comme ça, ça va passer. De l'autre côté, on a demande aussi, ça s'appelle l'arrêté de prise en charge. Quand on prend ton enfant, il y a normalement un arrêté de prise en charge qu'on te donne dans ce genre de conditions pour te signifier que tes enfants se trouvent à tel niveau ou tel organisme les prend en charge, quelque chose comme ça. Même ça, ils ont refusé de nous donner, donc c'était inexistant. Nous sommes quittés de ce jour-là très en colère et la conversation elle n'a pas pu se faire dans des conditions parce que on ne peut pas demander à quelqu'un à recueillir ses aveux sur un morceau de papier, un format blanc. Non, pas du tout. Ma mère, elle a refusé. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Bon, à ce jour, est-ce que vous savez exactement où se trouve, parce que pour le frère, naturellement vous le savez, est-ce que vous savez exactement où se trouve la petite Noureli? Est-ce que vous avez des informations relativement sur lui? Est-ce qu'on vous communique au moins si elle est en vie ou pas? Ça fait combien de temps que vous n'avez plus de ces nouvelles? Ça fait 5 mois et on ne nous a jamais communiqué formellement là où Noureli se trouvait. Ce qui se passe, c'est que après le mercredi de la première rencontre avec la ASE, on avait été invité pour une visite médiatisée le 24 mai. Donc, soit c'était un vendredi et l'anniversaire de Noureli, c'était le lendemain. Donc, on s'est dit, on organise un anniversaire à Noureli. Du coup, quand on arrive sur place, on trouve un monsieur avec la barbe et tout, en juif, naturellement. On le trouve avec la barbe et tout, assis avec son ordinateur. Nous, on va maintenant pour l'anniversaire et tout de Noureli. Et pendant que nous sommes à l'anniversaire, Noureli est d'abord venue très, très couverte. Hein. Ils avaient pris le soin de mettre plusieurs vêtements à Noureli. C'est comme ça qu'on constate, lorsque Noureli m'interpelle à la fin de la visite, puisqu'elle en a eu marre, quand j'ai revu la vidéo que j'avais tournée ce jour, je me suis rendu compte qu'elle me lançait des cris de détresse. Elle me faisait des trucs de détresse. Tantôt, elle me piétinait quand je passais. J'ai la vidéo. Tantôt, elle me touchait bizarrement. Donc, elle voulait me montrer un truc en discrétion. Finalement, donc, elle en a eu marre parce que c'était la fin de la visite et elle a montré donc sa plaie. Et quand il s'agit, le truc dont vous parlez, il s'agit de la cicatrice. Je crois que... Alors, on parle d'une affaire de chat. Comment le chat peut aussi... Je crois que je vais laisser... vous pouvez parler, je suis en train de présenter l'image en question. C'est de cette cicatrice qu'il s'agit. On parlait d'une histoire de chat. Donc, c'est comme ça donc, qu'il nous montre.
Oui, c'est comme ça qu'ils nous montrent donc la griffure, ce qu'ils appellent une griffure de chat. Parce que Norélis, elle, quand elle m'a interpellée et j'ai la vidéo, elle me dit, Geneviève, regarde ce qu'ils m'ont fait. Donc elle m'a formellement dit que regarde ce qu'ils m'ont fait. Et la vidéo le prouve, puisque c'est ce qu'elle dit. Et c'était à la fin de la visite. Et dès qu'elle a dit, regarde ce qu'ils m'ont fait, c'est comme ça que la salle s'est levée. Il commence à dire non, non, ça c'est une griffure de chat. Norélis, elle ne dit pas la vérité. Donc à partir de là, ils ont dit non, les visites elles s'arrêtent. Et la visite elle s'arrête. Maman leur a imposé le fait de voir avec qui Norélis va rentrer. Et c'est comme ça qu'on nous a donc dirigé vers cet individu qui est avec la barbe, donc le monsieur juif en question. Le juif en question. Et c'est comme ça qu'il se présente, il nous dit, je travaille à l'œuvre au secours des enfants. Donc, c'est comme ça qu'il se présente à nous, mais formellement, dire qu'on nous a donné un document ou quoi que ce soit, rien du tout. Et l'œuvre au secours des enfants, lorsque nous sommes donc allés enquêter sur cette structure, ce n'est pas une structure d'hébergement, donc ils n'ont pas d'hébergement. Ils n'ont pas d'hébergement, c'est plutôt une structure, une sous-traitance, donc c'est-à-dire le conseil départemental qui doit avoir la main sur ma sœur et qui doit mettre ma sœur soit dans un foyer départemental, soit dans une famille d'accueil qui est formellement reconnue et agrégée par l'État français. Rien du tout. En fait, l'œuvre au secours des enfants a eu illégalement par l'ASE la garde de ma sœur sans aucun document. Et eux, maintenant, l'œuvre au secours des enfants, ils ont amené ma sœur dans une destination qui reste jusqu'au jour d'aujourd'hui inconnue. Et on n'a pas droit aux visites parce qu'après, quand ma mère elle a crié au scandale, elle n'a pas été violente ou agressive, rien du tout. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés introduire un rapport chez la juge en charge du dossier, Madame Aurélie Champion. Ils sont allés introduire un rapport auprès d'elle pour lui dire, écoutez, vous devez interdire les visites médiatisées à Madame Do, à Michel, donc à ma mère, parce que nous, on trouve qu'elle est folle. Et du jour au lendemain, nous sommes à la maison. C'était la veille de la première visite, la deuxième visite qu'on voulait nous donner. C'est comme ça qu'on écrit à ma mère, on dit à ma mère, on envoie dans l'ordonnance à ma mère, on dit, là, il y a une ordonnance judiciaire qui vous interdit désormais de voir votre enfant parce que on trouve que vous êtes folle. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont partis avec l'enfant. Il faut quand même avouer et cette que... cette ordonnance a été prise sans contradictoire. Donc, ça veut dire que nous n'étions pas invités à l'audience avant que cette ordonnance ne soit prise. Parce qu'on rend une ordonnance quand il y a une petite audience. Non, il faut avouer que ce que vous décrivez quand même, je vais avouer que c'est quand même, il y a beaucoup de zones d'ombre parce que je n'arrive pas à comprendre, même s'il était établi que peut-être que la maman se serait mal comportée vis-à-vis des enfants, et ça n'exclut pas que c'est quand même la génitrice de l'enfant, quitte à ce qu'on coupe les ponts avec elle jusqu'ici, et la violence qui suit, parce que je veux dire ici aux internautes que vous aurez les vidéos de cette violence, ce qui s'est passé à l'ambassade aujourd'hui. Naturellement, il faut avouer que les attitudes là, ça pousse à se questionner, et davantage, je vais avouer que j'ai contacté plus d'un nombre de médias, que ce soit sur le plan international ou même au pays, mais l'attitude de ces hommes de médias laisse un peu réfléchir. Je vais aussi dire ici clairement que même Claudie, si je l'ai interpellé pour ça, je veux comprendre pourquoi ce silence. On ne demande pas de prendre position pour la maman, mais au moins que les gens enquêtent pour comprendre, puisqu'il y a une maman qui décrit, qui dit elle est victime. Alors qu'on enquête, pourquoi il y a autant de réticence? Je crois que c'est un sujet qui devrait interpeller plus d'une personne. Il faut vraiment qu'on se penche sur ce type de sujet-là. Est-ce que c'est la maman qui a tort? Est-ce que c'est elle qui a raison? On ne sait pas, mais au moins que... Parce que l'attitude, je vais vous avouer quand même que le comportement de certains nombre de personnes est suspect. Mais je vais dire, aujourd'hui, la maman s'est rendue à l'ambassade. Malheureusement, elle a été livrée par l'ambassade aux autorités françaises. Ceci dit, la maman, elle est camerounaise, bien sûr. Je crois qu'elle est camerounaise. La maman, elle est camerounaise, c'est ça? Bien sûr, tout le monde est camerounais. D'accord. Du moins, si elle se rend à l'ambassade, la moindre des choses, c'est qu'on la protège parce qu'elle est en territoire camerounais. Alors, il faut dire qu'avant qu'elle ne s'y rende aujourd'hui, vous avez déposé plusieurs correspondances que j'ai suivies personnellement, notamment dans les juridictions. Qu'en est-il de ces correspondances? Vous avez déposé, je crois, au ministère des Relations extérieures au Cameroun, au ministère de la Justice, à l'ambassade même du Cameroun en France, à la présidence. Est-ce que vous avez une suite de ces différentes correspondances que vous avez déposées? Quelles sont les réponses qui vous ont été données? Alors, il faut savoir que tout ce que nous, on a eu à entreprendre est resté lettre morte. Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas si un jour, ils vont ouvrir nos courriers. Peut-être, ça se trouve, c'est
c'est emballé quelque part pour ensuite peut-être acheter du pain, je sais pas. Mais nous, on n'a rien de notre côté. Personne ne nous répond. L'ambassade, nous, clairement, nous joue un jeu de aujourd'hui, telle personne te reçoit, il te demande le dossier, tu vas reconstituer encore un énorme dossier, tu reviens. Demain, tu retrouves une autre personne qui va encore te faire la même chose. Donc, on se retrouve tout le temps confronté à ça, à cette situation-là, de refaire des dossiers, mais ces dossiers n'aboutissent jamais à rien du tout, même pas un appel pour nous dire écoutez, on a quand même votre sœur qui est à tel niveau, dans tel endroit, on l'a quand même vue, et on a vu peut-être qu'elle allait bien, rien du tout, rien. Alors, au moment où on en est, est-ce que vous connaissez où la maman se trouve? Elle a été enlevée Manu Militari. Je vais dire ici qu'il y avait des gens, des témoins, notamment des journalistes, notamment un journaliste bulgare avec qui j'ai échangé, qui a vécu la scène. Elle a vu sa veste a été déchirée par les policiers français, il faut le dire ainsi. La maman a été brutalisée avant d'être conduite à une destination inconnue. Est-ce que jusqu'à présent, vous connaissez, vous avez au moins été notifié? Avant d'y arriver, vous avez partagé avec moi un message qu'un enquêteur vous a envoyé ce matin, vous disant que le procureur, est-ce que vous pouvez partager avec nous, vous avez reçu ce message dans quel contexte? Alors, premièrement, il faut déjà bien expliquer aux internautes que ma mère subit des procédés de la part de ce commissariat qui sont contre-productifs de manière juridique, dans le sens où... c'est le même commissariat qui a la jeunesse depuis, c'est ça? Oui, c'est le même commissariat, et c'est dans ce même commissariat que mon frère a plusieurs fois été auditionné sans avocat. C'est toujours le même commissariat avec les mêmes procédés sur ma mère et sur mon frère. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a un enquêteur qui est au centre de ce mauvais vent. À chaque fois, lorsqu'il convoque ma mère, par exemple, pour la soustraction de son enfant, ce qui se passe, c'est qu'il ne met pas souvent le motif de la convocation, mais il intime quand même l'ordre à la personne de se présenter. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma mère a été réticente aujourd'hui à aller le rencontrer, parce que la première fois, lorsqu'il a convoqué ma mère, il a fait croire à ma mère que c'était pour discuter. Lorsque ma mère elle est arrivée là-bas, il a foutu ma mère en garde à vue, et après, ça en est suivi, comment dirais-je, une comparution immédiate pour soustraction de son enfant par ascendant. Une soustraction qui n'a pas lieu d'être au regard de la souffrance de mon frère qui était venu toquer chez nous à presque 1h du matin, tout souffrant, et ma mère, elle a juste exercé son rôle de parent en prenant mon frère pour l'amener à l'hôpital. Mais nous, on a vu notre porte cassée, tout simplement parce qu'on disait à ma mère que même le droit d'amener son enfant à l'hôpital, elle ne l'a plus. Donc, ma mère, elle leur a formellement dit que je suis à l'hôpital, vous jouissez d'une autorité judiciaire, donc vous pouvez entrer dans un hôpital pour venir vérifier mon propos. Je suis à tel hôpital, venez. Ils ont refusé, mais ils ont juste convoqué ma mère et ils l'ont foutu sous contrôle judiciaire à l'issue de son mandat où elle avait été déférée devant le juge d'application des peines et des libertés. Et dans ce mandat-là, on restreint toutes ces libertés, même la liberté d'expression, donc elle est interdite de sortir du territoire, elle est interdite de prendre la parole au niveau des médias. Aujourd'hui, elle a juste enfreint même le contrôle judiciaire, et c'est ça qui est relativement grave, parce que vu qu'elle a fait cette vidéo à l'ambassade, ça veut dire que ce sera chaud. Moi, je vois plus une détention à l'issue. Bon. Et aujourd'hui, donc, il a recontacté ma mère pour une procédure. On a reçu la convocation. Et naturellement, en France, avant de convoquer quelqu'un, il faut quand même mettre un motif. Et ma mère a compris que cette énième fois, et sachant tout le bruit, les preuves, les choses comme ça qu'on envoie aux associations, dont ma mère savait déjà qu'elle était en danger, raison pour laquelle, au lieu d'aller à cette rencontre, l'association qui nous accompagne a juste demandé à ces gens de mettre un motif, et comme ça, ils vont préparer la venue de maman au commissariat. Malgré le courrier de l'association, ils ont quand même tenu à venir me menacer, comme vous avez vu le mail. Oui, mais vous parlez effectivement du mail, je vous prie de me permettre, parce que il faut avouer quand même que je ne suis pas un érudit dans les questions du droit, mais il y a quand même ce qu'on appelle les règles élémentaires de procédure. Alors, le contenu du mail qui vous a fait parvenir aujourd'hui, c'était à 11h17,
où il dit, bonjour madame, j'ai effectivement contacté votre mère ce matin car elle était convoquée au commissariat, mais elle ne s'est pas présentée. Elle a été convoquée par le brigadier chef, machin, pour être entendue sur une affaire en cours. Les qualifications des faits lui sera notifiées en début d'édition. Vu son absence de ce matin, le magistrat nous a autorisé à procéder à son interpellation sur son lieu de travail ou à domicile. Si elle souhaite se présenter de sa propre initiative, avant d'être interpellée, elle peut contacter madame machin machin. Alors, moi, je veux comprendre. C'est la 40e convocation qu'elle a reçue aujourd'hui. C'était la toute première, hein. C'était la toute première dans cette procédure. Je continue. La France, qui se veut un état de droit, je sais au moins ce que le B.A.B.A. c'est que lorsque vous ne différez pas au moins, on ne vous convoque pas dans un commissariat aujourd'hui, à 9 h, et à 11 h, l'enquêteur envoie un mail pour vous dire que le procureur de la République a demandé qu'il arrête la concernée. Seront quand même sérieux. Même en Tchétchénie, il y a quand même d'élégance dans la procédure. Ça veut dire, vous convoquez une personne, le même jour, vous dites que le procureur, quelle est cette célérité? Je veux au moins que les internautes comprennent que la célérité avec laquelle ce monsieur a fait ce mail, ça pousse quand même à réfléchir. Je sais, au Cameroun, pour le cas du Cameroun, il faut au moins que vous ne défilez pas à 3 convocations pour qu'on vous interpelle de toutes les manières, qu'on mette sur pied les outils possibles pour vous interpeller. Comment vous convoquez une personne aujourd'hui? Bon, la personne ne se présente pas, soit. Mais à la première convocation, vous décidez, une heure même après qu'elle ne soit pas présentée, vous décidez de l'interpeller. Donc vous comprenez que je ne maîtrise pas trop, mais je crois que la France, les autorités françaises, s'ils nous écoutent, ils ont quand même intérêt à revoir ce genre d'attitude et notamment aussi à enquêter sur les agissements de ce même enquêteur. Donc, d'après le témoignage de la fille aînée de la dame, il y a eu des actes antécédents qui ont été posés qui ne respectaient pas les règles de procédure. Alors, bon, ceci dit, maintenant, vous ne connaissez pas où votre maman se trouve actuellement. Donc, on retient qu'elle est portée disparue, c'est ça? Moi, je retiens plus l'enlèvement parce que dans la circonstance de ma mère, à partir du moment où tu n'es pas clairement notifié de ce qui se passe et que il n'y a pas un mandat d'amener parce que tu n'as pas déféré à une quelconque procédure, les agissements pareils laissent croire que nous sommes dans le cadre d'un enlèvement. Et moi, je vous dirais que... non, il faut préciser, avec la complicité de l'ambassade du Cameroun en France. Du Cameroun, bien oui, sûr. Elle est quand même allée à l'ambassade. Solliciter. Elle est allée à l'ambassade. Et l'ambassade a dit à ma mère que, écoute, on a appelé le commissariat, tu ne risques rien, donc tu peux sortir de l'ambassade. Donc c'est devant l'ambassade que ma mère, elle a croisé 2 voitures banalisées qui l'ont interpellée automatiquement. Donc l'ambassade a joué au jeu de demander à ma mère de sortir de son lieu de protection pour rejoindre l'extérieur. Et c'est à l'extérieur de l'ambassade qu'elle est directement interpellée. Alors que eux, ils l'ont bien rassurée qu'elle sera protégée. Non, ils l'ont déjà protégée. Et ils ont même appelé la police devant ma mère pour dire à ma mère que tu ne risques rien, tu peux rentrer chez toi, on t'a déjà protégée. Mais pourtant, il y avait 2 voitures banalisées devant qui l'attendaient. Et c'est comme ça qu'elle a été appréhendée pour une destination inconnue. Et ces policiers n'étaient pas habillés en habit en uniforme, quoi. Ils étaient en civil, chose qui interpelle encore parce que quand c'est dans ce genre de cas, ça veut dire qu'il y a déjà vraiment toute une grosse procédure qui est derrière. Oui, on aurait pu les confondre aux gens qui ont par exemple enlevé Martinez parce que la dame, je vais dire ici, j'ai échangé avec la journaliste qui était présente, elle a exigé au moins à ce qu'on présente un mandat. Il n'y a aucun mandat, elle n'a rien vu, au contraire, elle a été également brutalisée. Donc, c'est quand même les méthodes qu'on décrit au Cameroun. Si déjà ça s'invite en territoire français, nous ne pourrons qu'interpeller la communauté internationale. Ça veut dire que si les autorités françaises qui ont le devoir de veiller sur ce genre de choses ne font pas leur travail, nous n'allons que tout simplement... Et je veux préciser ici que ce genre d'agissement, c'est ça qui étiole les rapports et les sentiments. Dans un contexte où il y a un sentiment anti-français qui remonte, où on les suspecte d'avoir... Quand je dis ici, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas les Français citoyens lambda, il faut que ce soit clair parce qu'on suspecte beaucoup de connivence. Vous voyez que l'ambassade du Cameroun, en complicité avec certaines personnes, ne prennent pas, décident de livrer une compatriote de la... Même si elle avait tué, au moins que l'ambassade suive cette affaire et fasse un communiqué. Bon, les Camerounais comprennent tout simplement
au regard de ce qui suit, qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, que ce soit au pays ou à l'extérieur, parce que ce n'est pas qu'en France. Ce système est typique du régime, excusez-moi du mot, du régime de Biya, parce que même en Centrafrique récemment, où je crois il y a un Camerounais qui a été assassiné par des Russes, vous avez vu ce qui s'est passé, un camionneur. On a vu dernièrement en Guinée équatoriale, je peux citer des pays, des exemples, même au Congo, il y a plusieurs cas comme ça, mais malheureusement, les Camerounais n'ont aucune assistance. Donc les Camerounais doivent comprendre que désormais, ils sont leurs propres défenseurs. Ils doivent désormais faire bloc pour se soutenir, pour s'entraider mutuellement, parce que vous êtes abandonnés entre vos mains par vos propres autorités. Donc, madame, nous vous souhaitons beaucoup de courage et nous allons suivre cette affaire de bout en bout jusqu'à ce que justice soit faite. Donc, nous vous souhaitons une excellente soirée et on se dit à bientôt. Moi, j'ai un petit message. D'accord, allez-y. J'ai d'abord moi, j'ai un petit message que je vais passer notamment aux autorités, que ce soit les autorités françaises ou bien camerounaises ou alors la communauté internationale qui nous regarde. Moi, je vous interpelle parce que là, on entre déjà dans ce que je vais qualifier aujourd'hui avec ma situation personnelle et ce que je vis et mon ressenti dans ce que je vais qualifier un crime contre l'humanité notamment, parce que lorsque un problème touche une catégorie de personnes, tout le temps, il est légitime de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en France aujourd'hui, tous les parents qui sont victimes de ces systèmes d'enlèvement d'enfants sur des motifs fallacieux sont d'origine en majorité, en grande majorité de la communauté noire africaine subsaharienne. Après, il y a peut-être une minorité, une toute petite minorité qui va être maghrébine, mais les placements même, les gens qui en sont victimes, ce sont les Noirs. Qu'est-ce que vous faites pour protéger les enfants? Moi, j'ai interpellé l'UNICEF, par exemple, sur le fait que mon frère ne soit pas scolarisé entre les mains des gens qui disent travailler dans jusqu'à l'intérêt il n'est pas supérieur des scolarisé, enfants. ça veut dire qu'il ne va pas à l'école. Mon frère ne va plus à l'école, il n'est pas scolarisé et ma soeur, on n'a pas de nouvelles, comme on vous dit. Donc, on ne sait même pas si elle va aussi à l'école. Si mon frère n'est pas scolarisé, forcément, il tend vers un avenir qui n'est pas, qui ne sera pas prometteur. Donc, si dans un état de droit, un enfant ne va pas à l'école, tu interpelles l'UNICEF, j'ai écrit à l'UNICEF, je leur ai dit, écoutez, voilà une situation. Vous êtes en Afrique. Dès qu'on vous signale un cas, vous agissez, mais lorsqu'on est dans le cadre de la France, où vous avez vos antennes, toutes ces organisations ont des antennes et ces organisations ont été bien saisies, mais ils ne font rien. Pourtant, ils disent qu'ils travaillent pour les enfants. Donc, la question qui se pose là maintenant, c'est de savoir, est-ce que leurs aides ou alors leur charte et ce que je vais qualifier le syndrome du sauveur de l'humanité qu'ils veulent nous imposer aujourd'hui, c'est seulement en Afrique, quoi. Parce que là, je ne comprends pas que la même population se retrouve dans un autre territoire et ne reçoit pas ce que vous dites venir leur offrir en Afrique. Un soutien, vous voyez, une liberté aussi, un devoir, un droit fondamental autant pour moi, comme l'éducation, est restreint pour un enfant de 14 ans. Son père fait valoir sa nationalité et demande son rapatriement au Cameroun pour qu'il vienne continuer son école ici au Cameroun. On a des éducateurs, on a toute assistance que tu veux ici. Mais une juge française se décide de façon arbitraire de dire que un enfant camerounais qui a 2 parents et qui a des parents aussi au Cameroun serait mieux placé dans une institution en France dans laquelle on s'en fout de son intérêt que de rentrer dans son territoire. Là, on est en train de violer même les normes diplomatiques. Je pense que cet enfant a un passeport. Tout enfant français qui se trouve au Cameroun, un enfant français qui se trouve au Cameroun n'appartient pas à la République camerounaise. Mais pourquoi en France, ils nous sortent tout le temps cette phrase? Quand ils placent vos enfants, ils vous disent, tous les enfants qui sont sur le territoire français, même s'ils sont de nationalité étrangère, ils appartiennent à la France. Je trouve que c'est arbitraire, c'est méchant, littéralement, parce que ces enfants, on ne peut pas leur arracher du jour au lendemain leur histoire, leur culture, leur manière de faire et aller leur imposer d'autres choses ailleurs. Donc, moi, je veux vraiment qu'ils comprennent que à l'étape dans laquelle on se trouve, pour ma mère, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je suis vraiment prête à combattre. J'irai vraiment jusqu'au bout. Et s'ils foutent ma mère en détention, dès demain, vraiment, je le dis, ce sera grève de la faim. Je serai assise devant l'ambassade de France au Cameroun pour leur demander
depuis quand au Cameroun, un enfant français a subi des gestes pareils? Et si au Cameroun, on agissait de manière analogue, je pense que la diplomatie devait prendre un coup. Ah, Donc, il faut une réciprocité souvent dans ce qu'on fait. Et à partir de demain, je suis sûre que peut-être c'est moi qui serai peut-être la prochaine à être envoyée à Kondengui. Mais là, à l'étape à laquelle je me trouve, je suis prête. Parce que j'ai compris que même mon pays m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. J'ai appelé à l'aide. J'ai appelé tout le monde dont je vais devenir ma propre sécurité. Je vais devenir tout. Je vous souhaite beaucoup de courage et votre question, elle est toute légitime. Vous êtes l'aîné de la famille. Je comprends ce que vous pouvez ressentir, vos frères, vos sœurs et aujourd'hui votre maman. Je vous comprends, je me mets à votre place et je peux vous promettre que vous pouvez compter sur nous. Nous allons faire fournir autant d'efforts que nous pouvons pour vous accompagner durant toute cette épreuve. Et croyez-moi, nous n'allons pas lâcher. Donc, beaucoup de courage et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir tout le monde. Au revoir. Alors, tout de suite, je vais directement embrayer avec le second sujet. Je vous disais tantôt que c'est un constat. Il faut être objectif et clair dans ce que nous vivons. Il faudrait que les gens sachent que les Camerounais retiennent aujourd'hui, au-delà des querelles individuelles, personnelles, internes que nous observons sur les réseaux sociaux, l'heure est arrivée que vous fassiez bloc, que le bas peuple fasse bloc, parce que la seule chose que le régime actuel sait faire, c'est piller les caisses de l'État sans mettre plein les poches. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les citoyens, ils sont absents. Donc vous deviez être conséquent, à savoir que dès maintenant, vous deviez être solidaire. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre, comment je vais dire, votre obédience politique ou religieuse, au sexe, vraiment, à un moment donné, vous devez être soudés. Soyez soudés sur les causes sociales, sur les causes humanitaires. Parce que là, vous n'avez personne. Vous n'avez personne pour vous défendre. Quand je dis vous n'avez personne, je vais encore le démontrer avec le second sujet, notamment celui du sous-préfet de Dida Bato, M. Roland Ewanet, qui a été enlevé le 1er octobre dernier dans la zone Dida Bato, qui est une zone située dans le département de Dian. Région du sud-ouest et par ailleurs c'est dans la localité de Bakassi, la péninsule de Bakassi que vous connaissez très bien, cette péninsule qui a fait l'objet d'une querelle judiciaire entre le Cameroun et le Nigeria, d'où finalement en août 2004, si mes souvenirs sont exacts, dans l'accord du Green Tree, le Cameroun a finalement eu gain de cause. Donc c'est dans cette localité que ce sous-préfet, représentant du chef de l'État, du président de la République, a été enlevé, tenez-vous, pas les pirates nigérians. Donc, il faudrait que la précision soit faite parce que nous avons vu beaucoup de personnes vouloir créer la confusion en donnant l'impression qu'il avait été enlevé par les Amba. Non, c'est pas les Amba. Ce monsieur a été enlevé par les pirates nigérians dans la localité d'Ida Bato où il est sous-préfet depuis 2017, si je ne me trompe pas. Alors, ce monsieur donc, comme vous avez pu le constater, permettez que je vous présente ces images. Vous avez suivi d'une manière ou d'une autre les reportages faits par notre frère et confrère Anongifa à Canal 2. C'était le 18 novembre dernier où son épouse, avec ses enfants, poussait les cris de leur frère. Son épouse, vous avez vu dans quel état elle se trouvait, presque un état agonisant, ne sachant plus, parce que tous les jours, elle subit les vidéos des châtiments que son mari subit. Aujourd'hui, abandonnée à elle-même, même pas un message de condolence, ni du, de soutien, ni du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, qui est par ailleurs le ministre de tutelle du sous-préfet, ni de l'État du Cameroun, aucun soutien, aucun rien. Aujourd'hui, la famille est abandonnée à elle-même. J'ai envie de vous présenter, avant de revenir sur ce qui se passe, l'une des vidéos de la torture que subit ce monsieur depuis son enlèvement. Alors, vous allez voir par exemple ici, certainement, la vidéo a circulé sur la toile. Vous avez vu, je ne sais pas si elle est claire. C'est ce monsieur-là. Le voilà qui est suspendu. Il subit tout genre de torture. Ces vidéos donc ont été envoyées à son épouse par les ravisseurs. Vous avez vu? Il s'agit là des vidéos. Et celui qui est en bas, c'est la personne avec qui on l'a interpellé. Vous allez voir là. Peut-être le son, vous allez entendre. Mr. Roland. Écoutez. Yes. How much do we agree for you to pay us? Yes, failure to bring it, what will happen to you? Shut up, I am not asking you, little boy. Huh? We have been giving you enough time and the time have expired, understand? You now tell your government to get us our money with our POWs and all our demands. Immediately. Fast.
Mr. Man, talk, I am listening. Mr. Man, just tell me how are you going to bring my money immediately? The video before the money will come. The video, this very video. Mr. Man, if you don't want to die, get me my money. What did I say? I should get your money. Then my POWs, what did I say? And my 5 outboard engines and the generators, what did I say? Failure to do it, what will happen to you? Shame on to your government. You hear? Very correct. Donc, voilà, c'est difficile de supporter. Je veux convoquer ici l'humanisme de tout un chacun. C'est difficile, on ne peut pas souhaiter ça même à son pire ennemi. Ce que nous vivons dans cette vidéo-là, c'est dur. Plus encore pour une épouse qui reçoit ça au quotidien et qui est abandonnée par les, je pèse mes mots, qui est abandonnée par les autorités camerounaises, qui par ailleurs la menacent d'ailleurs. Alors, pour revenir, je vais indiquer, c'était effectivement le 1er octobre 2024 que ce monsieur a été enlevé dans la localité d'Ida Bato, où il est maire. Il était, je crois, c'était aux environs de 1 heure. L'opération a duré pendant au moins 1h30. Donc, ça s'est passé de 1h à 2h30. Sauf que ce qui s'est passé, comme vous avez suivi dans le reportage du 18 octobre dernier, qui est passé sur Canal 2 International, la dame explique très clairement qu'elle reçoit l'appel, l'information selon l'enlèvement, relatif à l'enlèvement de son mari, du maire d'Ida Bato, qui lui-même ne vit pas dans la localité puisqu'il est installé au sud-ouest. C'est ce maire qui... oh là là, désolé, c'est un appel qui... C'est ce maire qui l'appelle, c'est-à-dire 40 minutes après l'enlèvement, parce que je vous dis, c'est à 1h du matin. L'opération a duré de 1h du matin à 2h30. C'est lui qui appelle, parce que j'ai envie encore de vous faire écouter le témoignage, parce que c'est important, parce que je vais vous dire jusqu'où il y a des connivences, même au niveau des autorités. Ça, je l'assume, il y a des connivences, il n'y a aucun doute dessus. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des connivences. Et même dans le communiqué de René Sadi, et dans lequel il a menti, parce que je mets à défi René Sadi, de nous dire sur quoi il s'est basé pour affirmer. Parce que le monsieur qui est au sol, le ministre nous a donné l'impression qu'il était conseiller municipal. Alors c'est faux. Allez lire le communiqué du ministre. Le monsieur n'est pas conseiller municipal. Dans les enquêtes que nous avons menées, il savait que le monsieur est arrivé dans cette localité 1 mois avant l'enlèvement. C'est 1 mois avant l'enlèvement qu'il arrive dans la localité d'Ida Bato. Et tenez-vous, depuis 2004, que le Cameroun, la péninsule de Bakassi a été retrocédée au Cameroun, au niveau de l'accord de Green Tree, le gouvernement camerounais n'a posé aucun acte pour encourager, l'occupation de la zone par les populations camerounaises. Cette zone, jusqu'à aujourd'hui, est occupée à 90% par les Nigérians. Donc, rien n'a été fait, que ce soit sur le plan infrastructurel, pour pousser les Camerounais à aller s'y installer. Tout à l'heure, je vous expliquais que le maire de cette localité vit dans le sud-ouest, à Boya. Pourquoi? Parce que le sous-préfet qui a été enlevé ici, depuis 2017 qu'il est installé là-bas, il vit dans une chambre. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans une chambre située dans une maison de passage, où le matelas est placé à même le sol, depuis 2017. Donc, les autorités camerounaises n'ont fait aucun investissement pour encourager, ou même pour que les fonctionnaires qui y sont affectés puissent avoir même un endroit où ils peuvent vivre. Donc, vous comprenez à quel point, malgré que cette localité ait été retrocédée au Cameroun, rien n'a été fait aucune politique n'a été mise sur pied pour pousser les Camerounais à aller s'y installer. Vous vous rendez donc compte que vous comprenez logiquement pourquoi le maire se trouve en train de vivre dans le sud-est. Vous comprenez pourquoi ce sous-préfet vit dans une chambre et il dort sur un matelas, même le sol. Alors, le jour qu'il est enlevé dans cette maison de passage où il partage avec plusieurs personnes, chacun à sa chambre, là, avec les matelassons, le monsieur donc qui est au sol, lorsque ses ravisseurs viennent, il commence à crier son nom, c'est lui qui répond. Pourtant, ils sont cachés. Donc, mon analyse, c'est que ce monsieur, s'il s'est rendu 1 mois avant, certainement celui qui aurait donné des informations pouvant permettre à ce qu'on prenne facilement le sous-préfet. Alors, monsieur Sadi, dans son communiqué, ment quand même que ce monsieur est conseiller municipal. Je suis désolé, il n'est pas conseiller municipal. Personne ne le connaît dans cette localité.
tous les médias, toute la presse camerounaise, si ils sont intéressés, que chacun aille mener ses enquêtes sur le terrain, vous vous rendrez compte de ce que je vous dis. Le ministre de la Communication doit bien nous dire sur quoi il se base pour affirmer cela. Parce que mentir aussi grossièrement sur un sujet comme celui-là, c'est complexe. Alors, vous allez voir ici, par exemple, le reportage en question, le reportage qu'a fait Canal D, vous allez entendre les cris de détresse de l'épouse de ce monsieur qui explique et qui vous le contexte dans lequel ça s'est passé. Et à travers ce témoignage, vous comprenez, vous vous posez des questions et vous comprenez qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a eu des complicités en interne. Où est cette vidéo? Où est-ce que je l'ai mis? Ok, attends, une minute, c'est là. Est-ce que je la trouve? Ouais, c'est là. Alors, donc vous allez écouter. Voilà, c'est ça. Il était 2h45, je crois, ce fameux 1er octobre, je crois que c'était un mardi, lorsque je reçois un appel venant du maire d'Ida Bato. Maman, les mauvais garçons sont entrés dans la ville. Ils ont pris ton mari. Alors je lui pose la question, toi tu es où? Pendant qu'on récupère mon mari, toi tu es où? Il a raccroché. En passant, il habite dans la case de passage de la commune. Il n'a pas de résidence. Donc dans cette case de passage se trouvent le maire et son épouse, l'adjoint au maire et son épouse, et d'autres enfants du maire, avec les photos qui circulent déjà dans les réseaux, que vous-même vous avez déjà vu. Ça ne va plus avec ma santé. Je suis déjà à moitié morte. Vous pouvez me voir comment ma tête tremble. C'est pas moi qui le fais. Ça tremble comme ça seul. Englouti par la peur, une épouse déboussolée. Son époux, enlevé le 1er octobre dernier dans la presqu'île de Bakassi, Aïda Bato, est toujours entre les mains des pirates 7 semaines après. Mr. Roland, yes. How much do we agree for you to pay us? Yes, failure to bring it, what will happen to you? Ces images de torture du sous-préfet Roland Ewanet prises dans une situation inhumaine et dégradante envoyée par des pirates à son épouse, hante la famille. Sous ces images, une rançon presque hors de prix demandée. Ils sont partis de 5 millions avec les supplices. Ils sont allés à 3 millions de dollars. De 3 millions de dollars, ils sont allés à 1 million de dollars. Et depuis hier, ils parlaient de 700 000 dollars. 10 groupes électrogènes, un engin moteur Yamaha de 200 chevaux et la libération des leurs, les Nigérians qui se retrouvent en prison à Boya. La famille, par ses propres moyens, n'a à peine mobilisé que le centième de la somme exigée. Désespérée, l'épouse est à bout. Les menaces sont persistantes et sa santé chancelante. Vous voyez comment ma tête tremble. C'est comme si j'avais déjà la maladie de Parkinson. Le stress quotidien. Quand les pirates appellent matin, midi et soir avec une voix qui peut tuer quelqu'un dans les menaces. Et puis tu entends la voix de ton époux pleurant dans l'arrière-plan, dans le background. Mon frère, vous croyez que je vais me sentir comment? Je suis presque morte. Je suis déjà à moitié morte. Le recours à l'administration n'a rien produit de visible jusqu'ici. J'ai rencontré le gouverneur, on a parlé. Il m'a dit que c'est une situation diplomatique entre le Nigeria et le Cameroun et que moi, je ne peux pas gérer la situation. Tout ce que je dois faire, c'est me calmer et rester en prière. Je suis déjà allé au Premier ministère. Je n'ai pas pu rencontrer le Premier ministère, bien sûr, il était très occupé. Mais j'ai rencontré son directeur du cabinet civil. On en a discuté. Lui aussi m'a dit que c'est un problème diplomatique et que tout ce que je dois rester calme et dans la prière pour que Dieu œuvre son miracle. Sauf que le miracle tarde à venir. Entre-temps, les enfants agonisent de stress. Le sous-préfet et la famille subissent. Même son véhicule de fonction CA garé dans la cour.
attend toujours son propriétaire. Mais enfin... Alors, vous avez suivi ce reportage qui pince le cœur. Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut préciser ici que le maire de cette localité a d'ores et déjà été interpellé parce qu'il est également l'un des suspects. Il est l'un des suspects parce que, au regard des enquêtes, des informations qui reviennent, ce monsieur serait également, par le passé, impliqué dans ces affaires de pirates. Et vous convenez, comme je vous l'ai dit à l'entame de ce sujet, qu'il est la première personne qui appelle l'épouse du maire 30 minutes après que ses ravisseurs soient partis pour l'informer que son mari a été enlevé. Et vous avez suivi comment l'épouse elle-même rapporte les questions qu'elle lui a posées, mais sans réponse. Il a tout simplement raccroché au téléphone. Donc, vous regardez. Alors, je vais vous dire, la dame en question, depuis que son mari a été enlevé, le 1er octobre, elle a fait plusieurs correspondances, notamment à Atangandi, le Minat, ou à la primature, à plusieurs institutions. Elle n'a jamais été reçue. Même un bip, même un SMS, les autorités camerounaises n'ont pas trouvé décent de lui faire au moins un SMS, de lui apporter même une assistance, que ce soit psychologique. Oui, ça contribue, ça aide. Vous voyez, ils n'ont pas fait. Alors, je vais vous dire, tenez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Excusez-moi d'utiliser ces propos. Ces voyous, ce qu'ils ont fait, c'est après ce reportage qui est sorti le 18 novembre, non que reçu, c'est ce jour qu'elle est reçue à la primature, mais savez-vous, elle a été menacée. On a demandé à cette femme de ne plus parler, de fermer sa bouche et que c'est une histoire diplomatique entre le Cameroun et le Niger. Jusqu'à ce jour, les autorités camerounaises, personne ne l'a appelé, mais Tangandi, au moment où je vous parle, au moins pour donner une suite, lui dit au moins, on doit au moins vous rassurer. Comment, du moment où elle sait qu'elle n'est pas seule, ça la renforce moralement. Mais ces gens s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent, ils n'ont rien fait jusqu'ici. Au contraire, elle reçoit même des appels anonymes. D'après les informations qui nous ont été rapportées par certaines sources, des numéros anonymes appellent cette dame pour la menacer de ne plus jamais parler, de ne plus jamais dire que le gouvernement camerounais l'a abandonné. Alors, vous voyez dans quel le double supplice qu'elle subit alors qu'elle est dans une situation comme celle-ci. J'ai envie de dire, quand j'ai dit ça, que aujourd'hui, ce que les populations d'Ida Bato ont pu faire, parce que vous avez suivi, au départ, ces gens ont demandé, je crois, 5 millions de dollars. Ils ont demandé des groupes électrogènes et qu'on libère les prisonniers nigérians qui ont été arrêtés, enfermés dans le sud-ouest. Mais, au plus le temps passant, puisqu'ils discutent avec l'épouse du sous-préfet, ils sont quittés de cette somme à 700 000, je crois que c'est 700 000 dollars, si je crois le chiffre qu'elle a indiqué dans le reportage. Et vous constatez que actuellement, au moment où je vous parle, c'est les populations d'Ida Bato qui se sont mobilisées. Aux dernières nouvelles, ils ont essayé de cotiser dans les, je crois, dans les 7 millions de naira, si je ne me trompe pas des chiffres, c'est-à-dire que dans les 35 000 dollars, voilà, c'est que les populations se sont mobilisées pour apporter comme contribution afin que des soutiens pour eux, afin que cela soit proposé peut-être aux ravisseurs. C'est vrai, bon, les gens nous disent, oui, on ne négocie pas avec les ravisseurs, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais j'ai envie de vous dire, dans le même Cameroun, il y a des expatriés, excusez-moi du terme, qui ont été enlevés dans la localité, dans le Septentrion, dans le contexte lorsque Boko Haram se fait. J'ai encore en mémoire la famille Moulin-Fournier. Des milliards de francs CFA ont été déboursés pour libérer ces familles-là. Et cette famille a été reçue en grande pompe en culotte par le président de la République, Paul Biya. Il dit des milliards de francs CFA. Et vous savez que cette affaire avait d'ailleurs défrayé la chronique où le ministre Amadou Ali lui-même avait échappé à un enlèvement parce que les ravisseurs lui reprochaient de n'avoir pas fini le reste de la rançon. Alors, si vous avez pu faire ça pour des expatriés, nous ne disons pas, je ne sais pas, je n'ai pas des outils nécessaires, je n'ai pas d'éléments stratégiques nécessaires pour pouvoir savoir ce qu'il y a de faire dans le contexte actuel, mais au moins commencer par libérer, même ne serait-ce que ces prisonniers. Peut-être certains ne vont pas partager cet avis, parce qu'au regard de l'attitude de ces ravisseurs, tout laisse à croire qu'ils sont au moins coopératifs, tout laisse à croire qu'ils n'ont pas vraiment, qu'ils peuvent peut-être, parce qu'ils sont partis de ce montant à 700 000,
$, ça veut dire qu'ils peuvent au moins coopérer. Au moins que vous commencez à poser des actions, même son épouse. J'ai appris que l'ordre a été donné au ministre de la Santé publique. Vous avez vu cette dame, elle vous dit qu'elle est souffrante. Mais j'ai appris que l'ordre a été donné au ministre de la Santé publique de la prendre en charge. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été prise en charge. Donc, vous vous rendez compte que nous vivons vraiment dans un contexte où personne n'échappe. Ceci remet encore à l'ordre du jour la question sur la responsabilité et l'honnêteté du gouvernement camerounais. Vous voyez que ce soit les civils, que ce soit les autorités, tout un responsable, c'est-à-dire sous-préfet, représentant du président de la République du Cameroun, est enlevé. Même le président qui est devenu, disons-le, il est somnambule et invalide, bien n'y tient plus. Il aurait pu lâcher, il aurait pu qu'il laisse, parce que personne ne l'oblige à rester là. Même ne serait-ce qu'un communiqué, mais il est prompt lorsque c'est un oiseau qui décède en Europe à faire des communiqués pour apporter des messages de réconfort et tout ça. Mais même ne serait-ce que son représentant, vous comprenez, il n'y a pas une manière de qualifier ces gens d'inhumains. Ils n'ont pas de cœur, ils sont insensibles. Parce que même si c'était juste un passant qui était victime d'une situation comme celle-ci, quand on a un brin d'humanisme, le bon sens voudrait au moins qu'on essaie d'apporter le réconfort. Donc, j'interpelle ici aussi les Camerounais, vraiment, de ne pas... C'est vrai, je sais que la frustration a gagné le terrain au Cameroun. Les Camerounais subissent tellement au point où la rancune a pris le dessus, mais je vous implore encore vraiment de mettre la main sur le cœur, d'adoucir votre cœur et de savoir que toute personne qui subit les affres de ce régime sont vos alliés. Il faut savoir que nous tous, nous les subissons et ce sous-préfet, oui, on va baudiser les sous-préfets, certes, mais on ne peut pas lui souhaiter ce qu'il est en train de subir. Même Abia ne peut pas souhaiter ça parce que l'être humain est sacré. Donc, vous allez constater et vous comprenez avec moi ici que voilà une maman qui pouvait être notre mère, qui pouvait être votre mère, qui pouvait être notre épouse, qui subit, vous comprenez ce que c'est que subit chaque jour les appels, les menaces, les cris, les supplications de son époux, qui crie, qui subit des tortures inhumaines au quotidien. Mais elle est lâchée par le gouvernement. Donc, j'implore tous ceux qui peuvent faire quelque chose de prendre des dispositions. S'ils ont besoin des méthodes, ils peuvent me contacter. Je pourrais leur proposer quelle démarche suivre. S'ils ont quelque chose qu'ils peuvent apporter comme soutien, vraiment ce serait le bienvenu. C'est la seule chose que nous pouvons faire ici. Mais je vous prie encore vraiment de ne pas... J'ai vu des commentaires, des gens qui sont allés avec des propos vraiment très durs. Je vous prie d'être un peu, à un moment donné, de mettre la pédale douce. Parce qu'on ne peut pas souhaiter ça à une famille. Sa famille est abandonnée par le gouvernement. Cette dame est persécutée chaque jour. Non pas en dehors du fait que son mari subisse ce qu'il est en train de subir. Le gouvernement camerounais lui profère des menaces. On lui demande de ne plus parler. Alors ils attendent juste demain qu'on apprenne que peut-être que ce monsieur, ce qu'on ne souhaite pas, serait passé de vie à trépas pour se mouvoir. Alors il faut dire, je suis convaincu, le communiqué, la sortie, je salue cela au passage, du professeur Maurice Kamto. Peut-être René Sadi n'aurait même pas fait ce communiqué qu'il a fait. Et j'interpelle aussi les leaders de la société civile de se pencher sur cette question parce que cette famille est abandonnée à elle-même. Donc voilà ce que je voulais, les sujets sur lesquels je voulais vous entretenir ce soir. Donc je vais m'arrêter ici. C'est vrai que je n'ai pas essayé, j'espère que je n'ai pas été assez long que ça. Donc vraiment je vous prie de ne pas vous laisser emporter par cette frustration, parce que c'est fait à dessein. On va vous amener à vous haïr, à vous détester entre vous. Vraiment, ne vous laissez pas emporter. Vous connaissez vos ennemis, vous connaissez vos bourreaux, c'est ceux qui nous gouvernent. Vous avez vu le cas de la dame, ce qu'elle a subi à l'ambassade. Vous voyez encore le cas d'un sous-préfet qui est le représentant du chef de l'État. La famille abandonnée à elle-même, rien n'est fait. C'est la population encore qui se mobilise pour essayer de voir quoi faire. Et si ces ravisseurs écoutent ce live, par ma voix aussi, je leur demande de ne pas faire du mal à ces messieurs. Je les prie de libérer ce papa-là qui n'a rien fait jusqu'ici. Je les prie d'avoir un peu d'humanisme et vraiment de penser aux pleurs de cette femme. Vous savez, quand une maman pleure de la sorte, c'est dur, vraiment, je supplie ces gens
vous avez vu comment elle se mobilise et vous avez vu combien elle est abandonnée par son propre gouvernement. Parce que dans la vidéo, vous vous adressez au gouvernement, mais ils sont mieux. Ça veut dire, ils vous disent, ils s'en foutent pas mal. Donc, s'ils peuvent vraiment libérer ces messieurs, qu'ils libèrent ces messieurs et qu'ils rejoignent sa famille. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.